pour le blanchiment, c'est surtout sur les paris. Parce qu'en fait, l'essentiel du marché, il est dans des pays où c'est dit clandestin. Donc, c'est pas, tu vas pas dans le tripot clandestin en sous-sol, hein. C'est dans des pays où c'est pas autorisé, c'est notamment en Asie. Et le chiffre d'affaires à peu près des paris, notamment sportifs, principalement footballistiques, il est supérieur au chiffre d'affaires de Coca-Cola. Voilà. Et c'est lié notamment aux triades, etc. Donc pendant qu'on fait la promotion des paris, hein, parce que bon, pareil, hein, toutes les instances, elles sont avec les betclics, les machins et tout ça. Oui. Derrière, in fine, alors c'est pas le mec qui parie sur son match avec ses potes, etc. Hein, c'est pas lui. Outre les problèmes d'addiction pour certains, etc., c'est aussi un problème. Bah, in fine, plus t'as de paris, plus t'as un montant important global, plus ça permet aux entreprises criminelles de blanchir davantage. Bienvenue sur Nexus. Nous recevons aujourd'hui un des journalistes français les plus pertinents pour comprendre le monde actuel et malheureusement la corruption systémique parfois. Romain Molina est avec nous. On va parler donc de corruption surtout dans le milieu du foot. Son livre étant numéro 1 des ventes sur Amazon en ce moment. L'année dernière, il avait exposé les failles du CIO avec les Jeux Olympiques dans le livre noir des Jeux Olympiques. Et donc voilà, on va prendre le temps de parler aussi du Yémen, d'où vient aujourd'hui la corruption dans le monde. Il sort donc l'industrie du football, épisode 3, grosse magouille entre ennemis. Je suis avec Miloud, qui est grand connaisseur de foot à Nexus. Non, Mano, tu m'as dit qu'il y avait une interview avec Romain Molina sur du football. Et il fallait que je sois là. Et on en parlait depuis un an de cette émission. Bonjour Romain, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Pourquoi faire ce livre et qu'est-ce qui a motivé de faire un 3e épisode? On rappelle qu'il y avait déjà l'industrie du football. Derrière, c'était déjà nourri de 2 autres tomes aux éditions Exuvie toujours. Oui, bah en fait, si tu veux, l'idée c'était de faire une série de livres à peu près une dizaine d'euros, pas trop long ni trop court, je pense adapté aussi à la société actuelle, qui permet à tout le monde de mieux comprendre l'énorme souci que représente l'industrie footballistique et qui, dans un monde normal, devrait être classée comme une organisation criminelle. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas tellement, puisque même la branche de l'ONU, tu sais, contre la drogue, etc., ils ont un onglet spécial, ils ont rajouté l'onglet sport il n'y a pas longtemps. Ils ont mis dedans. Bon, ouais, ça donne à peu près une première indication. Et donc, en fait, c'est une suite qui logique, sachant que les livres peuvent se lire de manière indépendante. Et là, l'idée avec cet opus 3, qui était donc centré sur la France, c'était de poser de permettre aux gens de comprendre comment le football pro français, notamment, traverse la pire crise de son histoire moderne, que ça affecte toutes les strates, également amateurs, semi-professionnels. Donc ça affecte la pratique des gens au quotidien, les plus de 2 millions de licenciés de football, et que ça rejaillit également vis-à-vis de la dilapidation d'argent public à tous les niveaux, d'influence étrangère et de plein d'autres méfaits malheureusement. Donc l'idée c'était ça, je parle également d'abus, notamment sur mineurs qui ont été couverts à la Fédé, bref, de plein de choses et de se poser la question surtout de pourquoi autant d'inaction étatique, parce que là c'est quand même, si on n'est pas sur du scandale étatique, quand même on n'y ressemble pas trop mal. Et donc c'est pour ça que c'est aussi la suite de ce livre qui montre qu'à chaque fois, qu'importe le pays, le politique va protéger le football parce que c'est populaire, parce que c'est bien vu, etc. Ça c'est notamment mon tome 2 sur Macron. Et là, dans celui-là, bon, c'était aussi de montrer des choses complètement exclusives avec des jeux de pistes entre des sociétés, des paradis fiscaux, des hommes de paille, des ci, des là, pour se rendre compte que cette crise actuelle, il y a des responsables, qu'il faut les... Je vais pas tellement les nommer, c'est nommer le système et comprendre comment on arrive là, que c'est systémique. Et donc voilà, avec pas mal de révélations et encore pas mal d'amis que je vais me faire. On va dire ça comme ça. Comment justement toi tu remarques, tu observes ce système, puisqu'on est face à quelque chose où on en parlait avec Miloud hors caméra, la corruption on en a parlé nous toute l'année, que ce soit dans l'économie, ça touche tous les domaines et le foot n'en est pas exemple. Oh bah. Toutes les grandes entreprises finissent par créer ce monde de requins, qui finit par créer ce monde de problèmes de responsabilité, de détournement de fonds, c'est pas moi, on prend pas les décisions, c'est même pas moi qui prends la décision, c'est l'autre, et puis on a des bons juristes. Comment tu vois toi ce système-là qui aujourd'hui finalement le monde du foot, c'est presque banalisé par rapport à la corruption sur tous les autres domaines de la société? Bon, déjà, j'ai pas les compétences pour répondre sur le reste, moi, je me contente uniquement de ce que je connais réellement, avec les us et les coutumes, et pour tout expliquer, sinon j'ai rien à apporter. Mais en effet, on voit bien qu'il y a un énorme souci de corruption, en France particulièrement, pour un pays aussi développé quand même. D'ailleurs, c'est quand même effarant.
Je te le dis, je l'ai dit hors caméra, mais je te le dis ici, je vais taire le nom du député parce qu'on va être gentil. Mais moi, on m'a rapporté directement quand même, hein, que tu avais un député de gauche qui avait demandé à l'ambassade du Qatar s'il pouvait pas payer pour refaire la toiture de sa propriété, quoi. Et il est connu, hein, le monsieur, hein. Donc voilà, c'est open bar. Je rappelle que le Canard enchaîné avait révélé il y a pas longtemps qu'on avait des députés, toujours pour rester sur le thème du Qatar, mais on peut venir sur d'autres pays, hein, l'Azerbaïdjan et tant d'autres, hein, qui prenaient quelques centaines d'euros pour des tweets. Et donc tu avais des lobbyistes, notamment je crois que c'était Monsieur Dution qui expliquait cela, qu'en gros, bah, il devait trouver dans son carnet d'adresse des hommes politiques ou des femmes politiciennes pour tweeter bah, ce que le Qatar voulait en échange de quelques centaines d'euros. Donc on imagine à quel point en plus la dignité de certains ne coûte pas très cher quand même, pour des tweets et quelques centaines d'euros. Donc on en est là. Je sais aussi qu'il y a un député français que 2 iPhones, ça lui avait suffi. Ouais, dites-moi, il n'y a pas de problème. Ce qui est très problématique, c'est que normalement, quand tu as ce genre de choses, et également quand tu as certaines personnes liées au ministère de l'Intérieur qui ont clairement travaillé pour de l'intelligence étrangère, normalement ce qu'on appelle de la trahison, ces gens-là, ben, en fait, n'ont jamais de problème quasiment. On peut peut-être, s'ils travaillent avec des Russes, là, il y aura peut-être des soucis. Mais les autres, visiblement, tu as le droit, c'est open bar. Je vais te dire juste un exemple exceptionnel pour sortir du foot et rester dans le sport. La fédération de lutte en France, la FFLDA, bon, c'est un marasme absolu, hein. Ils sont en plan de sauvegarde depuis 2018, il y a des dettes, en voulez-vous, en voilà, ils payent pas. Bon, bref. Gorgé d'argent public, évidemment. Et à un moment donné, ils ont dit, bon, c'est pas grave, et ils se sont débrouillés pour que c'est un ancien du ministère qui récupère la Fédé, il s'appelle Lionel Lacaze. Et Lionel Lacaze, il avait une directrice technique nationale, donc fonctionnaire d'État, et il a sorti quand même tranquillement, devant témoins, notamment quelqu'un qui, voilà, notamment des potentiels opposants, que de toute façon c'était très bien parce que elle, bah, elle connaît tout le monde en Israël et au Mossad. Alors, déjà, pourquoi sortir ça à quelqu'un? T'as l'air de dire quoi? Tu vois? Ils avaient des hacks, ils avaient plein de choses. Et surtout, si elle est avec le Mossad, comment elle peut être employée au ministère français? Donc ça a été remonté au ministère des Sports. Et le ministère des Sports, bah, comme d'habitude, on va mettre sous le tapis, hein. Hmm. Donc voilà, moi je reste dans mon domaine du sport, je peux te prendre tous les sports, alors le foot en particulier, parce que ça représente un enjeu politique et géopolitique très fort, donc il est encore plus protégé. Mais c'est exceptionnel parce que contrairement aux autres secteurs d'activité, le foot, déjà c'est ce qui génère le plus d'images et de plus d'enjeux. C'est-à-dire que hors catastrophe naturelle ou attentat, c'est ce qui fait le plus d'audience. Donc tu as les plus grandes compagnies qui se battent pour être sur les maillots, compagnies aériennes, les manufacturiers, on a des pays qui font des stratégies là-dessus, soit l'Azerbaïdjan, le Rwanda et tant d'autres. Donc on se rend compte que c'est un enjeu international. On rappelle que le président de la FIFA est au G20 tout le temps. Maintenant, depuis le G20 en Argentine, c'était tenu où Mauricio Macri l'avait invité. Mauricio Macri, ancien président d'un club de foot, Boca Juniors, qui suite à sa non-réélection à la Casa Rosada, il a été, il a été recasé à la FIFA, à la fondation de la FIFA. On voit un petit peu tous ces liens étatico-footballistiques. Donc, à partir de là, quand tu as autant de couverture, oui, et puisqu'en plus, comme je dis, le football, c'est exceptionnel parce que tu as des firmes de communication, des lobbyistes, et plein de gens qui vont dire c'est génial, et tu as des gens qui ils aiment tellement ça que c'est comme un membre de leur famille, donc bah, en fait, ils vont défendre corps et âme ce qui se passe. Alors qu'on a les pires méfaits possibles et inimaginables. Donc en plus, ça te donne des fois une bonne image qui est quand même exceptionnelle. Tu braques l'argent tout en ayant une bonne image, c'est génial. C'est ce qui diffère de beaucoup de gens. Donc je vais te dire, là par exemple, tu prends la FIFA qui dit c'est une nouvelle FIFA, machin, machin, machin. Non mais c'est une nouvelle FIFA. Ok, d'accord. Si tu imagines même pas le nombre d'affaires que je sors des fois régulièrement dans le Guardian ou autre, sur des fédérations corrompues où l'argent disparaît, les blanchiments, les ci là. Je te donne juste un exemple tout bête pour te montrer à quel point on est chez les fous. En Afghanistan, bon, l'actuel président de fédération, Kargar, c'est un mec qui a truqué des matchs, tout le monde le sait. Car ça a été prouvé, etc. Mais la FIFA le protège. Bon, pourquoi j'en sais rien. Tu te rends compte que même les talibans, ils ont peur de la FIFA? Les talibans, hein. Les talibans, ils veulent pas que la FIFA les suspende. Donc les talibans, ils disent rien. Par contre, ce qui est génial, c'est que le prédécesseur de Kargar, Karim, c'est un ancien chef de guerre, un seigneur de guerre, que la FIFA a soutenu avec des millions. Bon, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Est-ce que j'ai besoin de dire que l'argent qui a été donné à la Fédération somalienne de football, on ne sait pas à un moment donné où il est parti? Est-ce qu'il est parti chez les Chebab, etc. On n'en sait rien. C'est génial. En Haïti, ce qu'ils ont donné, c'était lié notamment comment il s'appelait ce gang? Le cartel de la Familia, qui est un cartel de drogue et notamment de trafic d'armes. Et il y a une partie de l'argent FIFA qui a été ramenée chez eux. Bah, tu veux que je te dise quoi? Mais c'est pas de corruption, c'est bien, hein, c'est la nouvelle FIFA. Bon bah ça va alors, c'est la nouvelle FIFA. C'est Loretta Lynch qui le dit, hein. L'ancienne procureure générale des États-Unis, celle qui a 10 ans nous disait oh,
c'est une association mafieuse, les pires. Bah, aujourd'hui, elle donne des conférences payées par la FIFA pour dire à quel point la FIFA a changé. Donc j'ai envie de te dire, le monde est magnifique. Ça dépend juste combien il coûte pour certaines personnes. On reviendra sur la FIFA, on en reparlera, parce que c'est vrai que il faut se remettre dans le contexte. La FIFA, c'est une des organisations économiques les plus puissantes au monde. Même politique, hein, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a une Bien organisation sûr. non étatique plus puissante que la FIFA? Tu penses, Est-ce qu'il y a oui, une organisation tu non vas étatique jusque, plus puissante que nous? plus que les complexes militaro-industriels, tu penses? Ah, qui sont Bah, disparaître, que la FIFA, il y en a qu'une. Tu vois, et le mec, il est reçu par tout le monde. Hein. Gianni Infantino prend la FIFA et on lui déroule le tapis rouge de Trump à Poutine, tout le monde hein, à C'est vrai l'époque. qu'il est Hein. partout. C'est Il vrai. fait l'unanimité. Hein. Et c'était magnifique avec la FIFA, parce que pour l'Europe, quand Michel Platini, lui, avait été épinglé pour des problèmes de corruption, on avait, en gros, tout le monde disait, oui, mais lui, ce qu'il fait là, tous les autres le font à la FIFA. Donc pourquoi est-ce que lui est épinglé? Donc, ça te dit jusqu'où va la corruption là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est donc là, revenons sur la LFP dont tu parles dans ton livre. Donc là, tu montes une dizaine de profils où tous ont été épinglés pour détournement de fonds, harcèlement sexuel, signalés pour parjure après une audition, accusés d'agression sexuelle encore une fois, suspendus mineur. pour 3 ans sur mineur, l'amateurisme marron, ça j'avoue que j'ai découvert en lisant ton livre, donc ça c'est détournement de fonds en s'inspirant, en disant qu'on va faire des projets dans le monde amateur, donc ça c'est magnifique. Il y a entrave à des enquêtes sur des investissements sur des paradis fiscaux, voilà, il y a... Qu'est-ce qui t'a le plus choqué toi dans ces enquêtes-là? Ah, quand même, quand le directeur juridique de la Fédération française de foot, le roi Jean Lapère, qui est resté quasiment 40 ans à la fédération, c'était. Craint de tous. Ah ouais, mais tout le monde avait peur de lui. Le roi Jean. Et le roi Jean, il arrive tranquillement à son audition à l'Assemblée nationale. Alors il faut le voir, il faut la revoir, l'audition, elle est magnifique. Il arrive avec son petit costume. Il répond à peine. Alors si tu l'écoutes, il est au courant de rien. C'est pas lui. Le Saint prend la Fédé, il avait dit c'est pas moi. En fait, c'est la faute de. Alors, à un moment donné, il y a un député, il me dit mais alors c'est qui en fait? Qui décide? Ah, mais en fait, il trouve machin. Et puis à un moment donné, il va sortir une explication liée à une affaire donc sur mineur à Clairefontaine. Et là, il va te sortir une histoire, il va te sortir un mensonge, mais exceptionnel. Il se fait signaler pour parjure là-dessus, on verra ce qu'on dit. Mais je veux dire, tu vois, factuellement, il a dit un mensonge. Je veux dire, c'est facilement improbable. Il a dit non, non, elle a rien eu, etc. Non, il y a juste qu'il y a une prescription à un moment donné. Il suffisait de la plainte. Bon, bref, c'est encore autre chose. Donc le mec ment et hontément. Et tu te dis, c'est le directeur juridique quand même de la Fédé. Donc c'est l'instance suprême juridique footballistique en France. Le gars se pointe à l'Assemblée nationale en commission d'enquête, ment éhontément sur une affaire relative à des abus sur mineurs. Et également une affaire d'élection plus ou moins pipée. Oh, bon, c'est pas grave. Imaginez dans un autre secteur, t'as des gens qui sont suspendus, mais bon, allez, ils votent, c'est pas grave. On valide ça, sans PV, sans rien. Bon, bref, lui, il avait validé ça. Et tu te dis, il n'y a pas un gars à la Fédé qui s'est dit, attends, on peut pas garder ça. On peut pas garder que notre directeur juridique il fasse un truc pareil. Il n'y a eu aucun problème. Et là, je me dis, là, ben, c'est exceptionnel. Donc, le gars valide une élection truquée. On ment tranquillement sur les affaires sur mineurs. Et le gars n'a eu aucun problème. Bah, grande D. C'est le meilleur. C'est le roi Jean. Voilà. Bon, là, il est plus là. Il est en retraite anticipée, mais bon, tu te dis. Oui, parce qu'ils l'ont mis Ça, je pense que c'est le pire truc quand même. Réellement, c'est le pire truc. Ils l'ont mis à la retraite 6 mois avant de... tu commences ton ouvrage, d'ailleurs, sur son cas. Il s'est mis à la retraite 6 mois avant la fin de la saison. Ouais, parce que là, il est en conflit avec la nouvelle direction, notamment le nouveau directeur général, Monsieur Villotte, qui est donc on va dire, le vrai patron de la Fédé aujourd'hui. C'est lui avec le nouveau président Philippe Diallo. Ils ont réussi, entre guillemets, à avoir sa tête. Mais le gars, il est resté pendant quasiment 40 ans. Ça fait que les présidents partaient, lui, il restait. Il a connu tout le monde, lui. Le roi Jean. Puis c'est un mec, je veux dire, il a eu des propos, des fois, dans des comex. J'en rapporte plusieurs. Waouh. Vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de... Puis moi, ce que j'adore, c'est qu'il signait les papiers. Genre de la commission d'éthique, il les signait. Sauf que lui, il était directeur juridique, il n'était pas président de la commission éthique. Donc en gros, sauf s'il a une dérogation, il n'a pas le droit. Donc en fait, pendant des années, la Fédé signait des papiers. En fait, si tu as attaqué devant un tribunal civil, ça tenait pas. Donc en fait, le mec rendait des trucs, il n'avait pas le droit. Je suis assez fan. Je suis assez fan honnêtement du gars. Je pense que c'est le meilleur. Miloud, t'as une question sur ce qui a été dit? Sinon, on enchaîne sur... J'ai une question, mais je rigole tu vas mettre les deux pieds dans le plat. Non, par rapport à la réponse, ça me fait penser, Romano, justement, à ce qu'on se disait souvent dans les NRA, les Strophylacu, avec Marco, c'est que ce que je voulais demander à Romain, c'est est-ce que tu penses qu'un jour, moi je suis de nature optimiste toujours, tu vois, est-ce que tu penses que
est-ce qu'on pourrait assainir la Fédé, tout ce qui est autour? Est-ce que tu y crois? Parce que souvent, nous, on sait qu'il y a souvent des dirigeants qui sont placés là, mais derrière, tu as souvent d'autres personnes qui gèrent en backup, tu vois. Est-ce que c'est pareil à la Fédé? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une sorte d'état profond, mais qui est propre à la Fédé, entre guillemets? Je sais pas si tu me suis. Est-ce que tu penses qu'on peut assainir tout ça? Non. J'ai aucun espoir. Bah là, je veux dire, ils ont touché le fond partout. Tu te dis, non, mais quand même, ils vont enfin être raisonnables. Non, toujours pas. La Ligue, la Fédé, les clubs, enfin... Le problème, en fait, tu pourrais assainir si les politiques arrêtaient de donner des passes-droits aux fédérations sportives. Là, tu pourrais. Si le ministère des Sports, il servirait à quelque chose. Même au ministère des Sports, peut-être que là, on pourrait assainir. Est-ce que les membres Mais je tiendrai pas 2 jours. Les mecs, ils appelleraient Macron en disant, mais non, mais on n'en peut plus de ce ministre, dégagez-le. Bah, évidemment, parce que moi, je te les convoque tous la journée. Hein. Et je vais te dire que ce ne sera pas les audits du ministère qui sont cachés. Hein. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand tu parles de Noël Le Graët, donc qui était très connu dans le milieu du foot pour les connaisseurs, parce que ça a été pendant longtemps, il a été combien de temps? 15 ans président de la fédération? C'est ça. Peut-être un petit peu moins, mais oui, plus une dizaine d'années. Mais avant, il était déjà dans les instances. Il a été président de la Ligue, il était président de Guingamp. C'est, on va dire, dans les top 5 des mecs les plus influents du foot français sur les 40 dernières années. Et lui est pris en étau à un moment dans plusieurs affaires et se fait épingler dernièrement par la ministre Oudéa Castéra, bon, qui n'a pas beaucoup de leçons à donner non plus. Surtout comme elle s'est comportée là, quoi, parce que... Mais on voit que, justement, donne-nous ton avis là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que même elle semble beaucoup plus faible en tant que ministre finalement quelqu'un comme Noël Le Graët qui devient une institution au-dessus des politiques. Mais bien sûr, parce qu'en fait, il a le foot. Donc tous les présidents de fédération à travers le monde, c'est pas propre qu'à la France, ils font partie des personnes les plus importantes de leur pays. C'est de donner la place du foot et ils sont capables de tout. Maintenant, sur Oudéa Castéra et Le Graët, c'est quand même un concert d'hypocrisie, puisqu'en gros, Oudéa Castéra, il y a notamment un article du Monde très intéressant qui explique qu'elle s'était immiscée dans le fameux audit qu'elle avait fait lié à la FFF, qu'au final, elle faisait quasiment que Le Graët et très peu son ancienne directrice générale, Florence Ardouin. Florence Ardouin ensuite va porter plainte contre Le Graët en parlant de harcèlement, etc. et tout. Plainte qui sera retirée puisque la Fédération française de foot va finalement donner à son ancienne directrice générale 1 million d'indemnités. Le Graët, lui, va porter plainte contre Amélie Oudéa Castéra pour diffamation, etc. Et puis lorsqu'en fait l'affaire sera classée contre Le Graët, lui-même enlèvera sa plainte contre Castéra. Alors en parlant d'hypocrite à tous les niveaux, je veux dire, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Parce que Le Graët, c'est pas Weinstein. Qu'il soit graveleux, libidineux, etc., oui. Mais j'ai jamais entendu, en tout cas, qu'il a fait une Weinstein non plus. Le Graët, tu avais 50 000 affaires pour le faire tomber. Notamment, non-dénonciation de ce qui s'est passé, par exemple. Où il fallait aller le choper sur le contrat que Intermarché signe avec la Fédé. Et se poser la question si ça n'a pas servi aussi l'entreprise Le Graët. C'était il y a une dizaine d'années. Ah, mais là, tu vas pas déterrer ce dossier-là, parce qu'en fait, on en revient à ce que tu dis. La compromission, là, ça mettrait beaucoup de gens en péril. Donc, surtout, faut rien dire. Et donc, en fait, on a essayé de faire tomber uniquement Le Graët. Et après, Castéra qui avait le culot de dire non, mais maintenant, tout va bien. Mais pas de problème, Castéra est devenue présidente du Comité national olympique français, ce que j'avais dit l'année dernière. Elle était déjà en campagne, où c'est une profession historiquement bénévole, et elle a demandé un salaire de 9 000 €, et les mecs ont dit oui, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, c'est la nouvelle patronne du sport français. Et c'est là où tu te dis, mais il n'y a rien à faire, en fait. Parce que politiquement, on laisse tout faire. Normalement, Castéra, vu qu'elle s'est visiblement immiscée dans un audit qui est censé être indépendant, normalement, déjà, rien que ça, merci, bonne nuit chez moi. Hein. Mais non, ça passe. C'est beau. Ramenez. Parlons un petit peu on reviendra sur ta question parce que c'est intéressant au niveau des solutions, Miloud, de comment est-ce qu'on estime, comment est-ce qu'on essaie d'avoir un monde. Ah, mais on peut. Moi, mais je te dis, donne-moi les règnes, il n'y a pas de souci. Je mets une commission les règles de la Fédé réellement indépendante. Hein. Ah oui. Réellement indépendante, parce qu'ils veulent pas. C'est comme leur DNCG, ça c'est comme le Père Noël, hein. Ça engage que ceux qui y croient, hein. La petite souris, etc. Oh, c'est une commission indépendante, elle est tellement indépendante qu'elle est payée par la Ligue. Ah bah oui, c'est vachement indépendant. C'est choisi par la Ligue et la Fédé, les membres. Ah ouais, mais c'est indépendant, hein. Monsieur Mikler, il l'a dit, hein. Sachant qu'il travaille pour un cabinet Deloitte qui est le même cabinet que certains clubs. Mais c'est indépendant, hein. Et sa fille, elle a obtenu un CDI au PSG, et j'imagine que c'est uniquement par son propre mérite et pas par les contacts de son père. Arrêtez d'être médisant. Mais tu vois, rien que ça, normalement, c'est interdit, en fait. T'es président de l'organe de contrôle, ta fille, elle peut pas choper un CDI dans un des clubs que tu audites. Enfin, c'est pas possible.
Il- Bah, c'est pas possible. Mais c'est intéressant parce que ça devient tellement C'est dur de grossier. suivre le parcours des gens, parce qu'en fait, c'est dans le temps que tu peux comprendre la corruption, sauf qu'en fait, du coup, ça devient tellement complexe. C'est là où les choses avancent lentement, c'est que C'est c'est pour dur ça à que j'ai fait expliquer ce aux gens. livre-là, en fait, aussi, pour permettre même aux magistrats, etc., de comprendre. Ah Et oui, d'ailleurs, immédiatement, l'agence AC anticorruption a déposé une plainte au PNF, notamment en se basant sur mon livre, mais non. à ce niveau. Donc Génial. voilà, on verra si le PNF va ouvrir, parce qu'ils avaient déjà porté une plainte qui avait permis l'ouverture d'une instruction judiciaire liée à la Ligue qui avait mené à diverses perquisitions, notamment au domicile de la Ligue de football professionnel Vincent Labrune et à la Ligue. Et là, ça va en complément de ce qu'ils ont déjà fait. Ils parlent notamment d'extorsion, blanchiment, bande organisée, etc., association de malfaiteurs. On verra, parce qu'en fait, tous, ils ont des intérêts les uns les autres. Et pourquoi grosse magouille entre ennemis? C'est que les mecs ne s'aiment pas en plus. Mais si on peut faire un petit billet, là, on s'aime bien d'un coup. Donc, ils ont des sociétés cachées, ils ont plein d'intérêts. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Mais tu te dis, mais jusqu'où ça va, quoi? J'aimerais qu'on fasse un petit pas de côté parce qu'il y a dans le foot business international, il y a aussi des cas extrêmement intéressants. Tu avais parlé une fois de comment on parlera beaucoup du Qatar, parce qu'il faudra même parler de ce qui se passe avec les droits télé, etc. Alors en ce moment, c'était le grand sujet de ces dernières années dans le foot français. Mais si on prend l'exemple du PSG, toi, tu as démontré comment le foot peut permettre, justement, au-delà de ces magouilles-là, le foot peut permettre d'aller investir le politique international. Là, tu as montré dans tes précédents travaux que le PSG servait d'agence de renseignement pour le Qatar, puisqu'on a mené Mbappé un petit peu partout. Ah, bah, regardez, la grande star vient ici, on vous fait un dîner politique, etc. Et je crois que tu as cette phrase qui est: il n'y a personne qui a fait plus pour les renseignements qataris que le PSG. C'est l'ancien ambassadeur qatari en France qui le disait. Il n'y a aucune Ah, qui le ambassade disait du lui-même. Qatar qui a fait autant que le PSG, parce que... Mais non. Et Miloud pourra confirmer ce que je dis, très facilement. Non, mais au carré. Parce qu'il était au dîner, tu veux dire? On sait pas avec lui, on sait pas. C'était du Mais saumon c'est en entrée, Romain, je te confirme. Non, mais il va confirmer ce que je dis très simplement. Au carré, donc c'est l'espace VIP du Parc des Princes, stade du Paris Saint-Germain. Tu retrouves des stars, tu retrouves des hommes et des femmes politiques de premier plan, tu peux retrouver des chefs d'entreprise type le patron de Total, etc. Tu peux retrouver certains patrons de réseaux sociaux, notamment des mecs d'Instagram, etc. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre avec des gens parmi les plus puissants du pays et autres. Quel prix ça a pour un service de renseignement? Parce que les mecs et les femmes sont là avec une coupe de champagne tranquille, ils sont tous réunis au même endroit. Et de la même manière qu'à l'époque, quand Roman Abramovich, oligarque quand même, qui à l'époque était très proche du Kremlin, rachète Chelsea, c'était quel prix pour un service de renseignement d'être dans les loges de Stamford Bridge, donc le stade de Chelsea à l'époque? De la même manière. Parce que tu es quelque part à une ligne de téléphone du Kremlin. Bah là, c'est exactement pareil. Et donc, pour le Qatar, c'est exceptionnel. Mais c'était pas leur but au début, ils n'avaient pas ça. Mais au final, ça a été le cas parce qu'aussi la France s'est offert à eux. La France s'est mis à genoux. C'est pour ça que moi, on me dit le Qatar. Mais le Qatar, en fait, dans un acte de compromission, on va dire, bah, il faut être deux. C'est comme une valse, hein, c'est comme un tango. Hein. Tu ne vas pas le faire tout seul. Hein. Je t'ai donné l'histoire de la toiture. Mais rappelle-toi, pour tous ceux qui se sont intéressés au livre de Malbruno et Chénaud sur la diplomatie du carnet de chèques du Qatar, te montrait bien que, bah, en fait, il y avait une demande française. Et donc, tout le monde voulait aller au PSG. Et Milo peut confirmer, tout le monde veut les entrer au PSG, tout le monde. Donc, en fait, tu as un mélange des gens les plus importants, ça brille, etc. Pour un service de renseignement, ça n'a pas de prix. Pour l'influence politique que tu gagnes là-dessus, ça n'a pas de prix. Miloud, tu veux réagir? Non, c'est vrai, c'est intéressant, parce que je dis, Romain, surtout ce qui se passe un peu dans le carré, c'est chapeauté par le fameux Bob. C'est dit dont tu as beaucoup parlé. Enfin, si tu veux, c'est comme le dit Romain, c'est vrai qu'il appelle le président bis du club, c'est vraiment ça. Enfin, c'est une personne au club, si tu veux, qui s'appelle Bob Abdelabdel, mais que tout le monde appelle Bob. Il est issu d'une fratrie, il a 2 frères, et en fait, c'est lui qui gère, si tu veux, c'est vraiment les yeux, les mains du président. Les yeux, le cerveau du président, c'est vraiment son, tu vois, je dirais pas son bras armé, mais c'est vraiment son plus fidèle bras droit. C'est lui qui gère le club, tu vois. C'est le Alexis Colère du foot. Mais c'est exactement ça. En fait, si tu veux, il gère tout, l'intendance, le family care, si par exemple les familles veulent, tu vois, mettre des chauffeurs à dispo, etc., c'est lui, coiffeur, c'est lui. Et c'est vrai que la bijouterie Dubaï aussi, c'est lui, si je dis pas de conneries, si tu veux, la bijouterie, elle l'appelle, parce que bon, visiblement, il doit avoir un petit intérêt, parce que le mec, il mange à l'œil dans tout Paris, hein. Lui et ses frères. Enfin, non, il y a un de ses frères qu'ils ont envoyé au Qatar, parce qu'il y a les affaires juridiques. Comment il s'appelle, lui Il s'appelle Bob Abdallah. En fait, tout le monde l'appelle Bob.
Bob Bouabdella. Besselic. Bob Et son nom de Besselic. famille, c'est Besselic. Besselic. Ok. Et C'est d'ailleurs, les mecs Romain de avait, Créteil. c'est ça. Et d'ailleurs, Romain avait révélé une affaire justement qui avait fait du bruit par rapport à Mbappé, Ouais. où en fait il avait couvert, il avait aidé Mbappé tu vois, par rapport à un avortement. Et donc il était parti en catimini à l'hôpital américain. Ça, Romain, je Ah, dis c'est pas de ça, bêtises. c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est intéressant. Je crois que c'est des travaux que tu avais mis dans Blast, si je dis pas de bêtises. Exactement, Ouais. où en fait, après, la famille expliquait qu'en gros, Bob avait demandé qu'on lui prête 100 000 euros à un moment donné. Parce qu'il avait rien dit. Et là, Et ça a qu'évidemment, coincé. lui a démenti, etc. De l'autre côté, il disait que c'était le cas. Mais tu vois, c'est un espèce de jeu de dupe. Et c'est au milieu, tu vois, tu as des gens comme ça qui arrivent. Et en fait, il faut toujours comprendre que ces gens-là, c'est leur intérêt, hein. C'est le premier que j'entendra me dire, à me parler qu'un club, c'est une institution. C'est bon comme le Père Noël, pour ceux qui y croient, hein. Ça n'existe pas. C'est des gens qui se Ouais, servent. Et là, à Paris, bon, bah, voilà. Après, écoute, si le Qatar, ils sont contents que des mecs se soient servis et ont bien mangé sur leur dos, ça les regarde, hein. Est-ce que ça va mieux, Romain, à ce niveau-là, là-dessus Non. outre là, que sportivement, en tout cas, tout va bien. Bah, ils s'en occupent Est-ce plus, en fait. Ah, c'est ça, parce que là, en tout cas, ils ont pris la LDC, etc. Sportivement, pour le coup, Mais ça a si été tu assez regardes, vite. c'est en fait ils l'apprennent au moment en fait où il y a pas, c'est plus le projet Qatari quoi. Le projet Qatari, on va mettre des stars, des ci, des là, des machins, on va parce que tu le sais aussi bien que moi, quand ils veulent un mec, ils le font, ils s'en foutent, ils en Ah, c'est avaient vrai. rien à cirer C'est vrai. du coach de machin. Bah là, c'est la première fois où ils le font pas, bah bizarrement ils gagnent. C'est quand même incroyable, hein, non. Non mais si tu regardes, c'est antinomique avec tout ce qu'ils ont fait pendant 10 ans. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Là, on était dans le bling-bling, dans le clinquant, et là, on est dans le sport, on est dans le foot. Ils ont laissé, mais voilà, ils ont laissé le club et tant mieux pour eux, c'est bien, c'était totalement mérité cette année. Par contre, ça n'empêche pas que leur président, il a un pouvoir en France grâce au football. Jusqu'où il Qui va le est pouvoir de Nasser? exceptionnel. Ah, c'est l'un des hommes les plus importants du Bonne pays. question. Il fait ce qu'il veut. Parce qu'on rappelle que Nasser El Khelaifi est aussi le propriétaire de beIN Sport, C'est ça. qui est Non, la non, pas plus grande- propriétaire. Pas propriétaire. Il est juste président. C'est pas son argent. C'est la... Ah oui, mais l'argent, c'est un fonds qatari qui lui Voilà, mais appartient. lui, il est propriétaire de rien du tout. Ah, c'est Billy Media. En fait- C'est Oui, ça. mais le Enfin. fonds qatari, il lui appartient, non? QSI Ah non. je veux dire, non. Ah non, Ah, c'est que aussi, ouais. c'est juste un salarié. Tout appartient à l'État ou à l'émir. Rien ne lui appartient. C'est pour ça que les gens, j'adore. Ah, mais Nasser, il est généreux. Mais c'est pas son argent. Ouais, C'est Non, mais c'est la fortune. toi aussi, hein, si c'est pas ta carte, tu peux inviter. C'est pas très compliqué quand même. C'est la carte à qui, QSI? L'émir. Eh bien, Globalement. ouais, d'accord. Ok. Mais en fait, parce que le distinguo entre l'argent de l'émir et l'argent de l'État, il est pas si facile que ça. Hmm. Notamment, alors, bon, Qatar Sport Investment, faut savoir qu'à la base, c'était pas pour ça. Et que surtout que, notamment, beIN Sport, qui vient de Al Jazeera Sport, c'est notamment lancé par le prince Tamim, qui est aujourd'hui donc l'émir du Qatar, qui à la base n'était pas le prince héritier. C'était son frère aîné, Jassim. Finalement, Jassim ne sera pas héritier, ce sera Tamim qui, à la base, lance là-dessus. On est en 2003-2004. C'est avec le premier contrat de droit, c'est la Ligue espagnole qu'ils obtiennent au Qatar pour la donner gratuitement à nos frères arabes. Ça a été une opération d'influence à travers le football. C'est comme ça que ça commence l'histoire du Qatar avec le sport. C'est pour une stratégie d'influence dans le monde arabe, parce qu'à l'époque, ce qui diffuse notamment, c'est ART avec Cher Salah, et c'est très cher. Donc en fait, pour gagner en influence, parce que le Qatar, faut pas oublier que c'est un minuscule État en termes de superficie et à l'époque en termes d'influence, ils avaient évidemment Al Jazeera qui a pris une ampleur pas possible après le 11 septembre et qu'ils ont couplé ça à travers l'idée donc de ce qui deviendra de la personne qui deviendra l'émir et surtout de son conseiller anglais de l'époque, parce que toute sa stratégie a été faite par un conseiller anglais. Et donc en suivant ces conseils-là, ils vont trouver gagner en influence à travers le football, qu'ils vont livrer quasiment de manière gratuite dans tout le MENA, donc dans tout le monde arabe. Et ensuite, ça va évoluer en beIN Sport et ça va devenir international. Mais à la base, c'était pour l'influence du Qatar dans le monde arabe à travers la diffusion d'événements sportifs, notamment de footballistiques gratuits. Donc on en revient à ce que tu disais, le foot comme porte d'influence dans le monde entier. Et là, du coup, alors, c'est là où ça devient intéressant. Parce que là, on a pas mal évoqué de sujets. Si on en revient à la base de ce qu'on se disait, est-ce qu'en fait, quand on essaie de comprendre pourquoi, c'est ce que tu dis dans ton livre, pourquoi les institutions ne bougent pas pour essayer de blanchir tout ça. D'ailleurs, on parlera du blanchiment d'argent juste après. Ça m'intéresse énormément. Mais est-ce que finalement, c'est tellement un outil politique international, le football, qu'en fait, probablement, là, c'est des spéculations. Alors, je ne sais pas si tu veux aller dedans, parce que les spéculations, c'est là où ça peut nous attirer des problèmes dans le journalisme. Mais Je ne allons-y. spécule pas, si je sais, j'affirme. Voilà. Donc moi, je me permets de spéculer en posant une question. Est-ce que, du coup, on peut se poser la question? Est-ce que d'où cette importance internationale de renseignement, de politique, d'oligarchie, de liens entre les pays, est-ce que les institutions ne veulent pas bouger en France, puisque derrière, en fait, tu n'as pas que la LFP, tu as tout cet engrenage géopolitique derrière.
Est-ce que tu veux répondre à cette question? Ah oui, oui, déjà le foot, tu touches pas. Le foot, on ne touche pas. Parce que les gens ont peur vis-à-vis de l'électorat. On peut prendre l'exemple de Bordeaux, hein, en France. Bordeaux, les passe-droits des élus qui ont tout fait pour sauver le club et les gens mal intentionnés qui étaient à leur tête, Hmm. sous l'autel de ah non, Bordeaux, parce que c'est une question électorale. Ils ont peur, voilà, de l'électorat potentiel du football et l'image et tout le reste. Donc on le voit au niveau local. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est scandaleux. C'est scandaleux ce qu'ont fait les élus pendant des années. C'est toujours scandaleux d'ailleurs, hein. Donc on le voit. Et plus on monte, oui, mais c'est le foot est protégé. Il est stratégie de différents pays. On peut prendre le Rwanda, qui une énorme stratégie de lobbying, le Maroc, il y a plein de pays comme ça. Les Émirats Arabes Unis, Attends, ils font quoi le la Rwanda avec le foot? ah bah, le Visit Rwanda sur les maillots du PSG, d'Arsenal, du Bayern, de l'Atlético Madrid. Ils sont ultra influents au niveau de la FIFA. Paul Kagame, le président rwandais, et le chef d'État que Gianni Infantino prend la FIFA a le plus rencontré ces 5-6 dernières années. La FIFA a ouvert un bureau régional à Kigali et la dernière élection de Gianni Infantino s'est tenue à Kigali où il a été élu à main levée, où il a servi le narratif du régime rwandais avec notamment une histoire, avec un ballon de foot qui tenait, qui avait été fait par des femmes qui ont survécu au génocide, etc. Donc évidemment, tu te doutes bien que pour Kagame, il voit du petit lait. Parce que là, c'est un VRP de luxe qui va exactement dire ce qui se passe, alors qu'on voit et qu'on a constaté avec tous les rapports de l'ONU l'influence belliqueuse, belliciste, guerrière du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo, notamment pour des logiques de minerais. Donc il faut le sport pour blanchir un peu tout ça. Tu vois, il y a la NBA aussi, avec notamment la balle, la Basketball African League qui se tient à Kigali également. Mais On a non, les c'est championnats du là-bas monde de aussi. cyclisme pour la première fois en septembre qui seront à Kigali au Rwanda. Donc on se rend compte que la stratégie sportive internationale du Rwanda, elle est faite notamment pour un agenda politique qui est complètement différent d'autres pays. On peut penser aussi à l'Azerbaïdjan qui avait cela avec Land of Fire, Baku Land of Fire qu'on voit sur les maillots de Lens, de Sheffield Wednesday, également de l'Atlético Madrid à l'époque. Et lorsque l'Azerbaïdjan attaque le Haut-Karabakh, on s'en rappelle, avec le soutien israélien et turc, bien évidemment, et bah dans le milieu sportif, on ne dit pas grand-chose, parce que l'un des plus importants sponsors de l'UEFA, c'est la compagnie gazière Azeri. Donc bizarrement, ils ont été très silencieux, hein. Donc en fait, c'est aussi ce deux poids, deux mesures permanent. Comme si le sport, il y en a, ils vont appeler ça sports watching, etc. Et beaucoup vont regarder avant tout les États du Golfe, mais il n'y a pas que les pays du Golfe qui font ça, tout le monde fait ça. Je veux dire, même la Chine, sur Internet, vous pouvez trouver un plan pour devenir une puissance footballistique à l'horizon 2040 ou 2050. C'est sur Internet, c'est sur leur site. Vous pouvez taper. Donc on se rend compte que tous les États quasiment ont cette politique-là. Donc à partir de là, ça remet une telle importance qu'on laisse un passe-droit. Comme je le dis, je crois, dans l'industrie du foot 1 ou 2, et notamment le 2, je le conseille aux gens, ça s'appelle Macron, l'Afrique, la FIFA. C'est comment m'emmener Macron et l'Élysée se sont dit, attends, on va essayer de gagner en influence en Afrique à travers le football et à travers un bureau que la FIFA a ouvert à Paris, qui en fait a été corrélé à l'Agence française du développement pour des projets en Afrique en termes d'influence. Bon, ça a complètement raté, hein. Mais c'est pour te dire à quel point c'est allé plus loin. On voit les clubs, etc. Et tu prends à tous les niveaux. Tout à l'heure, je te parlais de Bordeaux, mais tu peux par exemple prendre Chartres ou Martigues. Ce sont des clubs de division inférieure. Mais les municipalités donnaient plus d'1 million de subventions par an. Parce que le but pour les maires, c'était d'être vu, ah bah regardez, on monte, etc. Donc il y avait aussi tout ce jeu-là, on le voit au niveau local jusqu'au Hmm, niveau international où le ok. foot revêt un enjeu politique. Ah, c'est passionnant. Et on rappelle tous nos travaux du Rwanda, c'est intéressant parce qu'on avait beaucoup parlé du Rwanda, nous, dans nos émissions, surtout dans les lives de Nexus Refait l'Actu. On vous renvoie à l'interview notamment avec Patrick Mbeko. Ah bah tu qu'on le a fait salueras, Patrick, on se connaît bien. qui est passionnant justement là-dessus. Et on rappelle pour tous ceux qui ne le suivent pas, effectivement, aujourd'hui, même les Nations Unies ont épinglé le Rwanda, qui est donc composé d'anciens, pour le gouvernement composé d'anciens victimes du génocide, mais qui aujourd'hui sont accusés de reproduire un génocide dans l'est du Congo, notamment avec cette question, comment un si petit pays peut exporter autant de minerais, comme tu l'as dit, Et à travers le notamment monde. vis-à-vis des Émirats, parce que c'est les Émirats le premier pays avec lequel ils font des échanges. Il faut voir aussi, par exemple, si on reste un peu sur la corruption et tout, les Émirats sont la destination notamment aussi, notamment au Zimbabwe et dans d'autres pays. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'était lié au foot. Notamment d'or et de matériaux très précieux qui sont en fait mis en contrebande, qui vont dans le Golfe et qui en sont ensuite sont remis ici et là. Donc on joue évidemment sur la misère du monde et des fois le foot te permet également de faire ça parce qu'on va pas y penser. Je te dis ça parce que j'avais fait donc dans mon industrie du foot 2, j'avais fait un chapitre là-dessus autour de tout, notamment la contrebande d'or. Et en fait, c'était lié à des gens dans le milieu footballistique également.
Et l'Azerbaïdjan, du coup, là-dedans, parce que je regardais un petit peu, on parle peu de l'Azerbaïdjan, donc c'est intéressant que tu soulèves ce sujet-là. Eux, ils ont l'air de manger à tous les râteliers, là je suis en train de regarder un petit peu. Ils sont proches de la Russie, d'Israël, de l'Union européenne et des États-Unis. Avec la Russie, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Parce que la question arménienne elle est particulière. Ouais. Et ils sont voisins de l'Iran, mais c'est pas évident parce que bon, pour les Iraniens, ils se disent quand même, oui, mais ils sont avec Israël. Parce que l'Azerbaïdjan est clairement aligné avec les Turcs et Israël sur Et c'est la les question Turcs du surtout. Haut-Karabakh, en termes de renseignement, en termes de matériel. Et niveau sportif, bah, ils avaient, je crois, c'est Sokar, la compagnie gazière azérie. C'était l'un des sponsors principaux de l'UEFA. Ils donnaient énormément d'argent. D'ailleurs, tous les présidents de la Fédération de football d'Azerbaïdjan sont quasiment issus de Sokar. Donc on voit les liens cette fois entre le oil and gas étatique et la Fédération de football. Toutes les fédérations de football, au final, sont des instruments politiques, on va dire vraiment de diplomatie, de ce que tu veux, avec des fois des choses pas très nettes. Mais là, pour l'Azerbaïdjan, rappelez-vous à l'époque, le club de Lens était tenu par un businessman azéri, Monsieur Mamadov. Finalement, il y a fallu l'intervention de François Hollande directement avec le président azéri, parce que Lens avait des problèmes d'argent, etc. Et tout, on s'en rappelle. Hollande l'avait dit lui-même. Donc encore une fois, on voit foot, très haute politique. Et en fait, ils avaient une stratégie parce qu'ils voulaient montrer leur pays autrement, alors sur l'idée touristique, etc., pour ouvrir aussi en termes d'image. Donc il y a le Grand Prix de Formule 1 dans les rues de Bakou, et il y avait ce slogan Azerbaïdjan, Land of Fire, sur les maillots de trois équipes, Sheffield Wednesday, Lens et l'Atlético Madrid, en termes de football. Ils avaient accueilli également diverses compétitions continentales et régionales. Je crois qu'ils avaient accueilli les Jeux islamiques aussi à Bakou, une énorme compétition d'échecs également, enfin plusieurs. Donc ils s'étaient positionnés avec une politique de diplomatie sportive internationale. Tu veux poser une question, Mimi? Non, moi, franchement, j'apprends beaucoup de choses. Mais t'as vu jusqu'où ça peut monter, du coup, ces enjeux politiques? Ça peut autant partir de Bordeaux ou Chartres que de monter sur le terrain international. C'est incroyable. Comme on dit souvent, du pain et des jeux pour le peuple. Et le football en fait partie. Tu vois. C'est exactement ça, c'est pareil pour le CIO et les Jeux Olympiques. Hein. On l'avait évoqué l'année dernière, c'est la même chose, c'est des mecs qui sont reçus de partout, on leur donne du président, t'imagines? Tous ils disent oh président, président, mais c'est les chefs d'État qui appellent les mecs comme ça président, je trouve ça très significatif. T'as déjà Les reçu chefs d'État qui appellent ses présidents de club ou de ligue. Cher président, Jane Fantino il se fait appeler comme ça, et Thomas Bach qui était l'ancien patron du CO aussi. D'ailleurs on a vu que la nouvelle patronne du CO, Kirsty Coventry, qui était la ministre des Sports au Zimbabwe, bon c'était la favorite de Thomas Bach, elle avait un rôle très important même sous Mugabe. Et là, tu vois, ce qui est exceptionnel, parce que bon, le régime de Mugabe, pour ceux qui connaissent pas, ou Zimbabwe, on va dire que c'était pas spécialement la grande joie. On va dire ça comme ça. Bah, dans les milieux du sport, c'est bien vu. Donc, ils ont pris une des favorites de Mugabe, c'est la nouvelle patronne du sport olympique mondial. Et tu remarqueras que le milieu du sport est VRP globalement de tous les régimes possibles à travers le monde. Que ce soit les pays du Golfe, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Azerbaïdjan. Même, on a à l'époque l'Ouzbékistan sous Kerimov. Qui est pareil, en termes de boucher, Karimov, on est à un bon niveau quand même. Hein, Islam Karimov, pour ceux que ça intéresse. Donc on est toujours à ce niveau-là. Et puis aujourd'hui, bah, faut vanter Donald Trump, faut vanter Macron, faut vanter... Ce sont des VRP. Ce sont réellement aujourd'hui, on peut clairement le dire, les patrons des fédérations sportives internationales sont des VRP pour leur pays et pour n'importe quel chef d'État qui est capable de payer pour organiser des événements et tout. Ils vont te dire que c'est magnifique et tout. Et ils vont t'amener toutes les caméras, parce que le sport génère ça, sur un pays, et notamment dans le football. Est-ce que, Romain, est-ce que tu as déjà reçu des pressions de la part de politiques, de dirigeants, de dirigeants dans le football et ou des politiques? Et si oui, est-ce qu'on a essayé clairement de t'amadouer, de t'acheter, tu vois? Alors j'ai plus de contacts avec des politiciens en Afrique qu'en France. Je connais plusieurs ministres personnellement en Afrique et des députés. En France, des fois j'ai eu des contacts, mais bon... Alors, il y en a qui essayent de faire leur boulot, il y en a d'autres, bon, je sais pas trop pourquoi ils m'avaient écrit, enfin c'était leur attaché parlementaire surtout qui m'avait écrit. De tous bords d'ailleurs. Plus de gauche quand même. Plus de gauche il m'avait écrit. Il y a quand même certains qui étaient quand même assez choqués de voir la dilapidation d'argent public. Maintenant au niveau international... Ils voulaient avoir accès à tes travaux, tu veux dire, ces députés? Non, en fait il y en a qui voulaient des détails d'accord. pour comprendre certaines choses. Il y en a qui étaient choqués par ce qui se passait à la Fédé et tout quand même. Donc il y en a qui ont fait le boulot. J'avais été invité d'ailleurs à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les défaillances des fédérations sportives en France. J'étais intervenu en visio. Donc oui, après j'ai pas été invité par la commission sénatoriale là, sur la financiarisation du football. J'aurais aimé parce que ils ont fait des bonnes choses, mais ils sont restés très superficiels sur d'autres. Parce que quand tu invites des gens du système, ils vont te dire hein, ce qui les arrange. Ils vont pas te dire la vérité.
Donc non, après Amadoué, non. Je réfléchis. Ah, il y avait un message qui m'avait fait marrer quand même. J'avais reçu un message, je sais pas qui me l'avait envoyé, mais du parti politique de Zemmour, qui voulait s'entretenir avec moi vis-à-vis du sport en France. Et en gros, mais très flatteur, etc. Alors, j'étais pas persuadé que j'étais vraiment la bonne personne, tu vois. Je crois pas. Mais ça m'a fait rire, ça. Par contre, j'avais reçu ça, ouais. Bah, et tu vois, je dis ça de manière ironique. L'un des soucis, par exemple, en France, c'est que tu prends, par exemple, les partis de droite, et notamment Rassemblement National, ils n'ont aucune politique sportive. Ils en ont une personne, je crois, qui s'y intéresse un peu, mais les autres, pas du tout. Et ça, par contre, j'ai un problème, c'est que quand tu veux gouverner un pays, Mhm. tu enlèves enfin, si tu ne t'occupes pas du sport, les gens vont dire, c'est que du sport. Combien de Français font une activité sportive chaque semaine? Ça Ouais, se compte en millions. ouais, j'espère, ouais. Donc, ça veut dire que normalement, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie de millions de gens en France. Hmm. Donc, ne pas traiter le sport, c'est pour moi ne pas respecter le quotidien de tes concitoyens. Et je dis ça parce qu'ils avaient envoyé Julien Audoul notamment. Julien Audoul, quel homme. Et un autre à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Ils étaient partis parce que ça parlait trop de pédophilie, pas cette voile visiblement. Vous pouvez retrouver, hein, c'est sur le site de l'Assemblée nationale, les échanges, et vous verrez qu'il y en a un qui lui dit, mais c'est pas le sujet là, oui. Bon, bref. J'avais trouvé ça particulièrement irrespectueux. Alors, j'avais démonté le mec d'ailleurs, mais jamais rien dit. Par contre, en Afrique, oui, j'ai déjà des. Et en Haïti aussi, j'ai vu des ministres qui, voilà, on va dire un peu gentils. Après, non. Après, non, moi, jamais réellement m'adoué. Alors que je sais qu'à terme, potentiellement, je ferai du conseil sur des stratégies sportives internationales, parce que c'est ce vers quoi je me dirige au final pour que ça soit bien fait. Mais sinon, non. On a Ok, ok. perdu l'image Ah oui. de notre Je suis côté, en là. Je sais noir. pas si ça revient. On n'a plus le retour. Ah, c'est bon. Voilà. Je suis l'homme en noir. Là, on en a, ouais. Là, c'était blackout total, là, ça commence. C'est ça. Mais c'est très intéressant d'aborder cette question-là. Si on pouvait aller, donc je voulais qu'on parle du blanchiment, puisque beaucoup se posent la question, et en fait on a assez peu d'enquêtes là-dessus. Jusqu'à quel degré le foot sert-il à blanchir de l'argent d'on ne sait quoi jusqu'à on ne sait où? Puisque pour ceux qui ne connaissent pas le football, on peut s'échanger des joueurs comme on veut avec le mercato. C'est ça. Tu vas acheter directement, tu vas poser autant de millions qu'il faut. Nous, quand on était petits, Milou, je pense que Romain, quasiment, on est tous dans la même tranche d'âge. À l'époque, je crois le transfert de Zidane qui était impressionnant, c'était 30 millions, un truc comme ça. Je crois que c'était de Real, c'était pas 70, mais c'était Ah, déjà 70 quand à même. cette époque. C'était quand même vraiment, 70, ouais, voilà. énorme Mais déjà, c'était énorme Bien là. sûr. Et aujourd'hui, on échange des joueurs pour 300 millions. Il y avait Mbappé, c'était ça à l'époque quand il était venu en 2018. Donc, ces montants d'argent-là, qui finalement, est-ce que ça peut rapporter vraiment quelque chose, une rentabilité financière quelque part? On sait qu'il y a la vente de maillots, en plus de tous les droits télé que ça implique derrière. Ouais, les ventes de maillots, c'est rien du tout. Tu penses Pour que les c'est rien clubs, du tout c'est quand rien même? du tout. C'est 15 ou 20% qu'un club récupère sur un maillot, c'est rien du tout. Ah, c'est intéressant. Est-ce que donc du coup sur cette question-là, est-ce que tu penses qu'on en fait trop quand on regarde les chiffres de ces montants et qu'il y a vraiment une logique, ou même les salaires des joueurs, est-ce qu'il y a vraiment une logique de Bah, rentabilité c'est ou il y a de corrélé la- à une économie, en ou il y a fait, du blanchiment? l'inflation qu'il y a eu. Et notamment lié aux droits TV, en fait. Tant qu'il y a des gens qui s'abonnent, en fait, ça génère. C'est ça, en fait. L'essence du budget, c'est les droits TV. Et après, pour les très gros clubs, les gros sponsoring, les revenus de match. Mais aujourd'hui, tu prends un club normal de Ligue Les clubs 1. ne sont pas à perte? Ah, mais si, mais le modèle économique, il est désastreux. Voilà, donc c'est là En où c'est fait, intéressant. l'industrie footballistique, elle n'a aucun sens. Je vais prendre l'exemple de la France pour que les gens comprennent. C'est ce que je démontre dans mon livre. Donc, on a 36 clubs professionnels en France, entre la Ligue 1 et la Ligue 2, d'accord? 18 et 18. Donc, on va considérer un club de football comme une entreprise normale. Comment on peut m'expliquer que ces 36 clubs perdent plus d'1 milliard par an en déficit structurel en un an? Ils ont plus d'1 milliard de pertes structurelles, c'est-à-dire avant de vendre des joueurs pour potentiellement un peu équilibrer les comptes. Donc, comment 36 entreprises peuvent perdre 1 milliard et obtenir autant d'aide? Quel sens ça fait économiquement? Ça n'en fait aucun. Donc après, ils vendent des joueurs pour plus ou moins équilibrer. Bon, ils sont toujours quand même en déficit. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Bah en fait, on a creusé des dettes. Donc soit tu as un rachat, soit tu as un mécène, etc. Donc ça fait que tu as la classe de ceux, on va dire, les milliardaires ou les États. Puis tu as les autres. Et tu as très peu de clubs qui ont des budgets équilibrés. Ce qui fait que bah là, tu vois, on a Ajaccio et Martigues, merci, bonne nuit. C'était des clubs de Ligue 2. Avant, on a eu Niort, on a eu Sedan, on a eu Cholet, on a eu Libourne, on a eu Bergerac. Je peux t'en citer plein, c'est-à-dire des clubs, on va dire, de moyenne importance, deuxième, troisième, quatrième division, qui font faillite. Donc, c'est des gens qui terminent au chômage,
comme moi, je suis encore dans le noir. Et tu vois, c'est pareil, on a mis le noir. C'est comme sur le foot français. Tout est noir. C'est la fin. La censure. C'est là, ouais. C'est Noël Le Graët qui a coupé l'écran. Donc, en termes financiers, ça fait aucun sens en termes économiques. Parce que les masses salariales sont trop hautes, etc. Et en fait, aujourd'hui, tu es passé sur un nouveau modèle, c'est-à-dire que les gens qui rachètent des clubs, souvent, c'est pas leur argent. Ça va être prêté, etc. Et des fois, c'est même pas eux qui vont le rembourser. Donc, en fait, plus qu'une machine à blanchir, le blanchiment, il se fait sur les paris. Oh. Ah oui. Et je t'expliquerai pourquoi. Ouais, Les transferts et tout ça, c'est un moyen de détournement. de Et fond. d'équilibrer les comptes avec de l'argent fictif. Détournement Parce que d'argent. le foot ne compte pas l'argent comme les autres. C'est-à-dire que, par exemple, tu achètes un joueur 10 millions, sur ton bilan comptable, si tu as donné 50 contrats, et ben en fait, globalement, c'est 10 divisé par 5 chaque année. Donc c'est moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Ce qu'on appelle l'amortissement. Par contre, si tu vends un joueur 10 millions, même si tu n'as pas l'argent en caisse, sur ton bilan comptable, tu mets plus 10. Donc en fait, il y a souvent des écarts entre la trésorerie réelle et le reste. En fait, si tu veux, on joue souvent avec de l'argent fictif, parce que les mecs te disent, ouais, mais comment voulez-vous donner la vraie valeur d'un joueur? Et après, vu que tu n'as pas des magistrats formés, etc., et qu'il y a encore des pressions, eh ben en fait, tu te retrouves avec des situations complètement saugrenues. Tu ne vas pas regarder où va l'argent, parce que tu as énormément de rétrocommissions. Le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde croque. Et le père, et la mère, et l'oncle, et le cousin, et le je sais pas qui. Mais tout le monde croque. Tu croques au nom de quoi? Parce que tu es la sœur de. Donc on doit te donner 500 000 euros? Bah ouais, dans le foot, c'est comme ça. Rappelle que la rétrocommission, c'est le fait de te donner des services après pour les services que tu m'as rendus. Donc, par exemple, tu me fais un cadeau et puis derrière, je te trouve une place au PSG, comme tu disais. Ah bah là, non, c'est pire. Là, c'est en gros, on va dire, il y a une commission allée de 1 million. Frérot, t'inquiète, je t'ai aidé. Et sans rien dire, derrière, je te reverse 150 000 ou 200 000. Ah oui, d'accord. En gros, c'est ça. Mais c'est que ça. Et maintenant, pour le blanchiment, c'est surtout sur les paris. Parce qu'en fait, l'essentiel du marché, il est dans des pays où c'est dit clandestin. Donc, c'est pas, tu vas pas dans le tripot clandestin en sous-sol, hein. C'est dans des pays où c'est pas autorisé. C'est notamment en Asie. Et le chiffre d'affaires à peu près des paris, notamment sportifs, principalement footballistiques, il est supérieur au chiffre d'affaires de Coca-Cola. Voilà. Et c'est lié notamment aux triades, etc. Donc pendant qu'on fait la promotion des paris, hein, parce que bon, pareil, hein, toutes les instances, elles sont avec les betclics, les machins et tout ça. Oui. Derrière, in fine, alors c'est pas le mec qui parie sur son match avec ses potes, etc. Hein, c'est pas lui. Outre les problèmes d'addiction pour certains, etc., parce que c'est un problème, bah, in fine, plus t'as de paris, plus t'as un montant important global, plus ça permet aux entreprises criminelles de blanchir davantage. Et on rappelle Et pour ceux qui veulent prouver très facilement, ils tapent sur internet, ils mettent Dan Tan, D-A-N, plus loin, T-A-N, match fixing. Puis ils regardent. Puis ils me diront après ce qu'ils en pensent, de voir si c'est normal, ce genre de personnes, et ce qu'ils ont fait, et pourquoi, bah, il y a un énorme laxisme toujours sur les matchs truqués. On rappelle d'ailleurs, Milou, toi tu connais bien, il y a dans le football aujourd'hui tous les podcasts ou tout ça, tout le monde autour du football est sponsorisé par les. On ne va pas les citer, mais c'est. Ah oui, c'est Winamax, BWin, Betclic. On va pas les citer, j'ai dit. Ah, pardon. Moi, je suis pas. Pour les... Est-ce qu'on pourra Moi, je suis le biper dernier Mohican. T'as dit quoi? Moi, je suis le dernier Mohican. Hein. Je suis le seul qui fait pas de placement de produit quasiment. C'est vrai. Ah, mais voilà, tous les autres, et puis il y en a, ils me font rire. Hein. Ils ont des placements de produits. Sur YouTube, quand tu connais un peu combien ça gagne, ouais, mais c'est pour m'aider, etc. Et il y a des mecs qui se prennent des 10-12 000 euros par mois facile maintenant avec la nouvelle monétisation YouTube, et ils vont te faire des placements de produits derrière, ouais, sur des trucs de paris. Ouais, c'est bon. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles maintenant. Alors, le blanchiment, ok. Là, tu disais, donc, c'est plutôt du détournement de fonds, mais dans ce cas-là. Ah, et t'as du blanchiment, attention, hein, parce que aussi, on sait pas d'où vient l'argent souvent. Par exemple, en France, tu peux racheter un club, on te demande pas réellement d'où vient l'argent. Il n'y a pas de commission qui te demande. Il n'y a pas de. D'accord. Non. Ah. Bah, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin, encore une fois? Tu vois, c'est dans n'importe quel secteur d'activité, on te demande l'origine des fonds. Oui, Voilà, non. Donc, on peut ne pas savoir l'ultime bénéficiaire, et notamment dans les droits TV, c'est l'une des révélations principales du livre. Ouais. C'est cette fameuse société Pitch, International LLP, qui est une société d'agence marketing liée aux droits TV. Et ben en fait, on ne sait pas qui est l'ultime bénéficiaire, on ne sait pas non plus comment à un moment donné, il y a plus de 60 millions d'euros qui sont arrivés pour acheter une société. En fait, on ne sait rien. Ouais. On sait juste que c'est lié très proche, on va dire, à Monsieur El Khalifi, qui a une relation de confiance extrême, on va dire, à ce niveau-là. Et c'est ce qui a notamment motivé l'agence AC Anticorruption à porter plainte là-dessus. Donc c'est très intéressant de voir que la Ligue dit au club, vous voulez du sponsoring qatari, il faut passer par ces gens-là, dont on ne sait pas qui gère réellement, dont on ne sait pas d'où vient l'argent, dont on ne sait rien. Bienvenue dans le milieu du foot. C'est fascinant. Et donc, le détournement de fonds là-dessus, c'est dans un objectif. D'enrichissement personnel, c'est pas Oui, plus voilà, compliqué oui, que ça. c'est ça, ouais. Tu viens du foot, en fait, pourquoi? Attends, faut se poser une question.
Je vous ai dit, les clubs perdent plus d'1 milliard par an, les 36 en France, Ouais. avant de vendre des joueurs. Donc on voit qu'économiquement, ça fait aucun sens d'investir dans le foot. On est d'accord. Pourquoi il y a autant de monde qui veut investir dans le foot alors? Parce que tu sais que tu perds de l'argent. C'est que tu as une manière d'en Hmm. récupérer. Exactement. Pourquoi un secteur aussi déficitaire, aussi problématique économiquement, tout le monde veut y rentrer? Voilà. Faut que les gens répondent à cette question. Hmm. Ouais, il y a forcément des personnes qui trouvent leur compte. Est-ce que, Exactement. j'ai une question à te poser. Est-ce que, selon toi, il y a un club au moins qui est financièrement sain en France? Et si oui, quel est-il éventuellement? Est-ce que tu as un club qui gère bien ses Rodez. finances, qui a des, tu vois? Rodez. Ok. Rodez, ils sont quasiment à l'équilibre chaque année, tu vois. Ou admettons, il y a une année, ils vont perdre 300 000 avant transfert. Une autre année, ils vont gagner 300 000, tu vois. Bon. Parce que quand, admettons, tu perds 500 000 euros l'année ou 300 000 euros, tu sais que potentiellement, là, tu peux combler ton trou parce que forcément, sur les transferts, c'est pas trop compliqué. Je dis, Reims, l'année dernière, l'année d'avant, ils perdaient, je crois, avant transfert, 35 ou 40 millions. Oh! Oh! Mais faut être. Mais attends, mais c'est pas possible. Montpellier, la masse salariale représentait, je crois, 95 ou 98% de leur chiffre d'affaires. Ah oui. Alors je veux bien, j'ai pas fait maths sup, mais enfin quand même, tu te rends bien compte que ça peut pas marcher. Après, t'as des clubs, bon. Après, t'as les plus petits clubs, Concarneau, c'est pas trop mal géré. Ils ont travaillé sur les structures, sur le tissu économique local. Bastia, alors là, ils ont perdu un peu d'argent, mais ils ont un modèle plutôt sain, avec les fans qui sont aussi au capital du club, des investisseurs locaux. Après, tout en haut, c'est pas pareil, parce que tout en haut, c'est des milliardaires. Et je veux dire, aujourd'hui en France, il peut pas avoir de modèle économique sain parce que les droits TV sont en faillite. Donc déjà, tu peux pas. Parlons des droits TV. Tiens, Ouais. je vais plutôt te laisser la main là-dessus parce que tu as bien suivi toute cette année, toi, Milou, de ce qui s'était passé là-dessus. Qu'est-ce que, pour quelqu'un qui n'a pas suivi, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est intéressant à comprendre aujourd'hui avec ce mix-mac? On sait qu'à l'époque, il y avait Ouais. Canal+, il y avait un modèle qui tenait, C'est puis ça. Bein est rentré dans la course et puis maintenant, c'est devenu un petit peu la course à celui qui donne le plus de droits télé en général. Et c'est ça, il y a un problème là dans la Ligue française, mais c'est un problème qu'on retrouve dans nombre de fédérations et dans nombre de pays, C'est ça. pas que dans le foot. Bah, j'ai parlé sous le contrôle de Romain pour un peu contextualiser. Pour te la faire courte, en fait, si tu veux, il y a eu effectivement avant il y avait Canal+ qui était présent, donc diffuseur historique, ça passait plutôt bien, etc. Enfin, en tout cas, moi je parle vraiment côté grand public. Mhm. Tu vois, Non, non, oui, ça, oui, les gens ça, ça. appréciaient beaucoup. Il y avait un bon dispositif, c'était plutôt quali. Après, il y a eu depuis quelques années pas mal d'acteurs qui sont arrivés dans le milieu. Mediapro, ça a été un fiasco. Ça a duré quelques mois finalement. Avant, tu avais Ouais. Orange et RMC Sport aussi qui étaient, et ça Oui, c'est avait vrai. permis justement une C'est vrai. concurrence, ça avait permis de faire monter les prix, exactement. C'est vrai. Mediapro fiasco, oui. Et du coup, en fait, pour la reprendre, si tu veux, là, avant qu'un mec comme Mbappé, Neymar, Messi partent, bah, du coup, il a fallu à un moment donné, après leur départ, revaloriser. Parce que tu sais, normalement, pour les droits de télé, c'est 3 ans. Si je dis pas de bêtises, 3 ou 5, je sais plus. 3. Ils sont passés à C'est- 5 maintenant, mais Ah, oui, c'est normalement ça. c'est 3-4 ans. Ouais. Et du coup, donc, Vincent Labrune, qui était président de l'AFP, il demandait 900 millions. Le problème, c'est que tu n'avais plus de figure de proue. Les gars, tu n'avais plus de grands joueurs qui pouvaient tirer justement les droits vers le haut. Et du coup, après, entre-temps, Mbappé est parti. Et là, du coup, tu as DAZN qui est arrivé. Ça n'a pas tenu, parce que là, ils ont fait à peine un an. Et ça. Avant, tu avais Amazon Prime aussi, Oui, où Amazon la Prime. Brune revend à 250 millions à C'est Amazon vrai. Prime 80% de la Ligue 1, et en fait, Canal avait fait, enfin, en gros, il y avait Canal qui avait fait une offre, et je crois que c'est pour 20 millions, en gros, qu'ils vont préférer Amazon, et donc ils vont se mettre de nouveau Canal complètement à dos. C'est vrai. Et d'ailleurs, Amazon, pareil, c'était plutôt quali, mais je me bien aussi le dispositif. Mais Mais t'as bon. vu, même économiquement, ils n'ont pas continué parce que ça n'avait pas de sens à 250 millions. Donc tu C'est imagines. vrai. Mmh. C'est vrai. Bah, il y a une personne de DAZN, justement, un journaliste, qui me disait au Parc des Princes, en zone mixte, qu'effectivement, le modèle n'était pas du tout viable et que du coup, ils n'avaient pas tenu. Et du coup, donc, effectivement, il y a eu Amazon Prime. Ensuite, Mediapro est arrivé, c'était fiasco. La DAZN est arrivée, ça n'a pas tenu. En fait, si tu veux, ils ont valorisé la Ligue 1 à 500 millions. Au lieu des 900 que voulait Labrune. Donc, déjà, tu perds 400. Et donc, sur les 500, donc 100 pour Bein. Et comme l'a dit Romain tout à l'heure, Chris Bein, qui n'a pas voulu payer dans un premier temps, etc. Et 400 millions payés par DAZN et 100 millions par Bein, tu vois. Donc, tu veux, les droits sont. Tu 100 vois la millions, dont 20 déliquescence. millions de sponsoring qu'ils n'ont pas vu. Enfin, bref. Oui, parce qu'en moins d'un an, du coup, t'as plus de Messi, Neymar, Mbappé. Exactement, dans- et du coup, t'as d'accord. plus- Il n'y a, figure de proue, y a plus même de- pas que ça. C'est juste qu'aujourd'hui, le modèle de la télé payante, il marche plus. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a aussi l'IPTV qui a aussi beaucoup. Les là, gens je crois regardent que- où le foot? Bah, sur l'IPTV. Ah, c'est ça que tu Bah, dis, en, IPTV. Exactement. en- étant en fait, équilibré. à aucun moment, la Ligue, Pas elle mal de s'est piratage. intéressée à ses consommateurs, Attends, IPTV, à ses spectateurs. IPTV, c'est le truc que tu payes en Géorgie pour regarder C'est toutes les exactement chaînes. ça. Oui, d'accord, oui, Ça c'est amuse ça. le piratage. Et d'ailleurs, la D'accord. LFP, du coup, a mené une guerre contre ça. Mais ils n'arrivent pas à éradiquer le fléau.
Et là, si Mais tu parce veux. qu'ils ont mis les gens dans les mains de l'IPTV, parce que C'est vrai? à aucun moment ils ont pensé aux fans de foot. C'est-à-dire que le mec, vu qu'il y avait plusieurs opérateurs, s'il voulait toute la Ligue 1, il devait déjà être abonné et à BeIN et à autre chose. Il n'avait pas les Coupes d'Europe, il avait pas. Donc, enfin, si tu veux, au bout d'un moment, tu peux pas prendre les gens pour des vaches à lait. C'est vrai. Et voyant Le du coup problème, il est là. que le schéma n'a pas pris, bah, la LFP cette année a créé sa propre chaîne. Ça va s'appeler Ligue 1 Plus pour diffuser. D'accord, Parce que c'est la Ligue. Donc en fait, quelque part, c'est un désaveu. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi à trouver des diffuseurs. Comme l'a dit Romain tout à l'heure, Canal Plus a tourné le dos. Maxime Saada, il y a eu pas mal de négociations, mais il s'est définitivement retiré. Et du coup, là maintenant, bah, la Ligue a été obligée de créer sa propre chaîne. Mais c'est ce Pour qu'ils pouvoir voulaient, valoriser le mais produit. c'est encore du business. C'est business. De toute façon, je vais te dire, cette année, le président de la Ligue, il va toucher plus en droit TV qu'un club de Ligue 2. Je sais même pas besoin d'aller plus loin. Ouais, ça. Ils ont pris Nicolas de Taverneau, ancien de M6, à 600 000 euros l'année pour dire il va nous rabibocher avec Canal. Bon, bah, échec, mais le mec est toujours là, il va prendre 600 000 euros par an. Hein. Et le modèle économique d'une chaîne de TV comme ça, mais tu rigoles, déjà la prod, elle leur coûte 65 millions. Ils veulent 1 million d'abonnés à 14,99 par mois. Allez, même si je te mets pas la TVA, parce que vous savez, il y a toujours des trucs en moins. Donc sur 10 mois, allez, on va dire 150 millions. Mais déjà, tu as 65 millions de prod. Tu donnais 13% à un fonds d'investissement dessus. Mais tu fais rien à voir. Mais c'est une aberration. Alors, à moins qu'ils changent les règles mathématiques et que 2 plus 2, ça fasse 8. Je veux dire, c'est impossible. Quoi. Il y a peu de chance, il y a peu de chance. Bêtise. C'est d'une bêtise, mais tu te dis, c'est pas possible. Quoi. Parce que c'est des gens pas bêtes non plus. Ça arrive dans le foot, tu te dis, mais comment est-ce possible d'être aussi stupide? En fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que de tous les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, ils viennent nous faire poser la question, est-ce qu'on est stupide? Est-ce que c'est nous qui comprenons rien? Je pense que justement, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'il y a un élément. Est-ce que là encore, on peut retomber sur un élément de corruption sur cette notion? Ah non, l'incompétence en numéro 1. Ah là, c'est que de l'incompétence pure. Incompétence. D'accord. Non, mais je veux dire, tu prends par exemple les propriétaires de Nantes, la famille Kita. C'est un mec qui est capable de te dire, oui, mon club il vaut 100 millions, le lendemain 150. En négociation, non, c'est pas possible d'avoir ça. Je vais te prendre un exemple tout bête. Propriétaire d'Amiens, je crois qu'il est aussi à Intersport, monsieur Joannin. Un mec important, il a fait fortune, il a fait des business. Bon. L'année dernière, il y a tout le monde qui veut vendre son club. Club qui perd 10 millions chaque année en Ligue 2 avant le transfert. Enfin bref. Il y a un rendez-vous à un moment donné qui est fait. Les mecs, ils arrivent au rendez-vous et ils disent au rendez-vous, ah ben non, je veux pas vendre le club. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Est-ce que je dois continuer sur d'autres exemples? Donc qu'est-ce que tu veux dire à partir de là? C'est que tu as des mecs, tu te dis, ils arrivent dans le foot, et je pense qu'à un moment donné, le cerveau il se met en état de veille. Et il y a l'espèce aussi de meute, tu te prends au jeu, etc. Puis tout le monde te dit oui, plus personne te dit non. Donc en fait, bah, tu deviens déconnecté de la réalité. Et tu as ce genre d'énergumène, tu te dis, bah, ouais, bah tu comprends en fait que ça va pas du tout. Quoi. Et en fait, il y a tellement peu de compétences que les rares mecs compétents, tu dis que c'est des génies. Mais non, en fait, c'est juste que les autres sont très nuls. Non, mais vraiment. Tu peux demander à Milo d'un truc, Milo peut te le confirmer. Je veux dire, au PSG, tu as eu des transferts. Voilà, au hasard, il va comprendre si je lui dis Ugarte, Ah ouais. Moscardo, Vimbré qui est sur Ah la ligne oui, d'hôpital. c'est ça. Mais il y a des transferts qui n'ont pas été surpayés, c'est pire que ça. Non, mais vraiment. Et les mecs c'est ont vrai. gardé leur poste sans problème. Et sans souci. Il n'y a pas eu aucun problème. Les mecs sont même augmentés. Tu dis OK. Et avant, au PSG, ils avaient un dirigeant qui s'appelait Olivier Létang. Ouais, qui est à Lille maintenant. Voilà. On est d'accord qu'au PSG, ça n'a pas été une réussite. Hein. Oui, oui, Pas du tout. pas du tout même. À Reims, le mec est cata. Bon, par contre, c'est un mec qui travaille, mais bon, il a des relations avec la presse. Tout le monde sait ses relations presque consanguines à ce niveau. Ensuite, il va à Rennes, ça se passe mal. Bon, il gagne quand même une coupe, etc. Et là, à Lille, tout le monde le prend pour un génie. Mais vraiment, il se fait passer pour un génie. Il adore soigner son image. Tous les coachs en peuvent plus de lui. Enfin, c'est. Et ben, ce mec passe pour un génie parce que les autres, en fait, sont tellement nuls que simplement parce que le fait qu'il bosse, oh bah, c'est un génie. C'est une catastrophe C'est le intéressant. niveau. Mais je te dis réellement, hein, tu pourrais être président de club de Ligue 1. Hein. Non, mais réellement. Hein. Le nivellement par le bas, expérience, hein. c'est ce que tu veux dire. Sans expérience, oui, c'est ça qui est. Ah, mais il n'y a pas de problème. Ah, parce qu'il Il y a avait, pas de problème. il avait été publicité pour avoir rééquilibré les comptes de Lille. Et tout le monde a À dit, Lille, c'est un ça va, génie. il a du fait coup. 2-3 trucs. Ah, mais ouais. je veux dire, on le fait passer pour un grand génie. Quand tu sais comment il travaille au PSG, tu rigoles un peu. T'avais une question, Milou, tout à l'heure. Moi, je voulais demander une question un peu cash. Romain, est-ce que tu penses que le foot français est mort ou sinon, Non, est-ce que les tu penses politiques qu'il- le sauveront toujours. T'as dit pardon Les politiques le sauveront toujours. Ah, la phrase veut tout dire. La réponse veut tout dire. Et moi, ça m'intéresse de savoir en quoi les clubs aident les politiques. C'est ça, du coup, en retour qui est intéressant, une fois qu'il y a eu cette question. Mais on a donné quelques billes de lecture dans cet entretien. J'aimerais qu'on finisse, parce qu'il va falloir qu'on enchaîne sur une autre émission après. Tout à l'heure, vous avez
commencé à évoquer en début d'entretien les solutions avec Romain Molina qui disait qu'il fallait peut-être tout changer. Qu'est-ce que tu vois de positif dans le futur? Je sais que tu veux que les gens s'approprient ce sujet pour que, en c'est espérant la seule que... solution. Alors, il n'y a rien de positif dans ce qui arrive, au contraire. C'est dramatique. On a un État de plus en plus inactif. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des pays qui bougent un peu. En Afrique, même en Belgique, ils bougent quand même un peu. Avec les Avant, la mêmes Belgique, c'était problématiques. un peu la foire fouille. C'était le laboratoire du football en Europe occidentale. Maintenant, c'est la France. Il n'y a aucun autre pays occidental qui a autant de faillites, de redressement judiciaire et de problèmes de club que la France depuis des années. Rien que ça devrait normalement nous mettre en alerte. Mais on a un patron de la DNCG, donc la Direction nationale de contrôle et de gestion, qui passe son temps dans les médias à dire à quel point il est beau et incroyable et qu'il est indépendant. Sachant que, allez, entre nous, on l'appelle Monsieur Faux Document parce qu'il y a plein de clubs qui font des faux documents. Ça passe à la direction de contrôle parce qu'elle contrôle tellement bien qu'elle ne sait pas quand il y a des faux documents. Je donne un exemple. La direction de New York. Le New York, le club, il est mort. Ils ont tué le club. Hein. Et les anciens propriétaires, aujourd'hui, sont en Israël. Il y a 5 ou 6 millions, on ne sait pas où ils sont passés. Ces gens-là, tu crois qu'ils seront inquiétés un jour? Non. Bon, c'est pas grave, mais la direction nationale de contrôle et de gestion, elle est indépendante. Hein, puis elle est sévère, attention. Hein. C'est comme la petite souris qui t'a mis une pièce de 10 francs, tu vois, c'est pareil. Je vais terminer avec 2 exemples. Ouais. Premier, c'est un très grand agent du football mondial qui te parle des dirigeants du foot et ils te disent, tu vois, lui, c'est comme un billet de 3 dollars. Et tu dis, pourquoi tu dis ça? Bah, il dit, bah oui, ça n'existe pas. Ça, en gros, c'est que de l'esbrouf. Donc les mecs du foot, ce sont des billets de 3 dollars, globalement. Ils sont capables de tout te vendre, même des billets de 3 dollars, quoi. Et le deuxième point, en gros, il faut réellement du contrôle donc étatique, mettre des véritables structures, ne serait-ce que déjà une commission d'études des rachats, parce qu'on a malheureusement beaucoup d'escrocs qui sont venus récupérer des clubs et qui les ont souillés. Et des mecs, voilà, des aventuriers financiers, des affairistes et autres. Donc il faudra une commission comme ça se fait dans d'autres pays. Il faudrait interdire certains types de rachats qui favorisent en fait l'endettement du club, donc de la société, au profit, pardon, de son actionnaire. Qu'on a un espèce de LBO. En Angleterre, maintenant, c'est interdit. En France, c'est toujours autorisé. Donc il faudrait des procédures concrètes à ce niveau-là. Il faudra des vraies procédures de contrôle et de gestion complètement indépendantes, c'est-à-dire détachées complètement du monde footballistique. Et déjà, quand tu as ces deux choses-là et que tu leur donnes les prérogatives pour travailler, à partir de là, déjà, on pourrait espérer quand même quelque chose. Et ensuite, il va falloir que médiatiquement, on arrête de baisser la tête tout le temps parce qu'il y a une accréditation, parce qu'il n'y a pas l'interview, parce qu'il n'y a pas machin. Il faut traiter à un moment donné le monde du sport comme il est. Et s'il se comporte de manière dictatoriale et criminelle, eh ben, il faut le dénoncer et il faut aller jusqu'au bout là-dessus. Très intéressant. Ouais, Mimi, pour terminer. Moi, pour terminer, j'avais une question sur le livre de Romain, justement. Je voulais savoir un peu comment, sur ce livre-là, ou de manière générale, combien de temps ça te prend pour recouper, pour enquêter, pour recouper tes infos, pour mettre en forme aussi. Et combien ce bouquin, justement, le tout dernier, Industrie du football 3, combien de temps t'a-t-il pris en termes de production et en post-prod, on va dire. Et je rajouterais, je compléterais sa question juste avec la notion de précarité là-dedans, parce qu'il n'y a plus beaucoup de journalistes d'investigation comme toi. Tu es un des derniers et vu ce que tu fais, ça donne envie de le faire. Mais on sait que c'est dur, nous aussi, dans le journalisme alternatif, comme on dit souvent. Il y a cette notion de difficulté de survivre juste dans le milieu. Donc voilà, comment toi tu gères tout ça en plus de la question de milieu? Dans le sport, dans la francophonie, je pense que je suis tout seul. Indépendant qui comme ça, je crois que je suis tout seul dans le sport. À l'étranger, il y en a, mais sinon, il n'y en a pas vraiment. T'as des journalistes d'investigation, des mecs comme Alban Traquer, Rémi Dupré, Antoine Bourlon, il y en a. Mais ils sont staffés dans des médias, en fait. Et il y en a qui font un très bon boulot. Je sais pas que moi qui essayent de faire quelque chose, il y en a plein d'autres, hein, attention. Sauf que bon, ils ont une rédaction et tout. Après, bon, pour les 2 questions, la première. C'est que maintenant, ça fait 13-14 ans que moi je suis dans ce milieu. Donc en fait, c'est dur à répondre parce qu'en fait, c'est tu vois, la somme de tout ce que tu apprends, de voir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Parce qu'après, tu as une idée précise aussi de comment ça se passe. Et en fait, j'ai tellement travaillé autour des affres du football français depuis des années. J'ai pu dans le New York Times, de partout, que là, c'était aussi l'occasion de faire une synthèse complète et de tout poser pour qu'en fait, les gens puissent comprendre pourquoi on arrive là. Et de leur donner aussi des clés de solution. Avec aussi du contenu exclusif. Donc ça prend énormément de temps, c'est des années. Tu vois, il y a des choses que j'avais parce que je connaissais des mecs que j'ai vus il y a des années. Donc en fait, il m'a né un nom et à un moment donné, j'ai fait le rapport. Je dis, mais attends, mais lui, c'est tel mec, tu vois. Donc c'est dur à dire. Après, en termes d'écriture, ça m'a pris quand même un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'il n'est pas non plus trop long ni trop court. Même si je mets toujours beaucoup d'amour dedans. Mais toujours, toujours, toujours. Bah, surtout que là, il y a du comique quand même. Il faut rigoler un petit peu. Des fois, c'est des jeux de pistes. Il faut les rendre digestes aussi pour les gens. Je pense que voilà.
Enfin, des retours que j'ai, ça va. Et après, pour la précarité, écoute, aujourd'hui, ça va. Sachant que bon, moi, c'est vrai que je suis attaqué très régulièrement. On me réclame des fois des centaines de milliers d'euros quand même, hein. Ils sont Ah pas oui. contents, les dirigeants du sport français. Même à l'époque, il était président par intérim de la FFF. Philippe Diallo, il avait écrit à la présidente de l'Assemblée nationale pour se plaindre de moi quand même. Ah oui, c'est Et monté tu... jusqu'à l'Assemblée. Ok. Ah oui, oui. Mais bon, tu vois, je vais pas faire comme Mediapart. Je vais pas chialer tout le temps et dire donnez-nous de l'argent, on est victime, regarde. Les cadeaux, celle-là, parce que je déteste la position victimaire tout le temps. Je veux dire, c'est trop. À un moment donné, bon. Tu vois, il y a des choses que je pourrais dire sur dans mon domaine, je parle pas ailleurs, hein. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait sur plein de choses, hein. Je parle juste dans mon domaine, dans le sport. Ils ont fait des super enquêtes aussi sur les JO, sur plein d'autres choses, mais j'aime pas toujours la position, tu vois, de mettre qu'en avant que soi. Il y a plein d'autres mecs et femmes qui font du super boulot, en France et à l'étranger, et il faut les mettre en avant. Donc il n'y a pas que moi. Et moi aujourd'hui, j'ai la chance, ça va très bien. Enfin, très bien. Ok. Je vis. J'ai gagné tous mes procès pour le moment. On verra. Des fois, il y en a qui ont fait des appels, cours de cassation, de machin. Ça coûte, c'est dur. Je remercie mon avocat Mokhtar Abdenouri, maître, qui est exceptionnel en termes de droit de la presse. Donc, c'est plus à ce niveau-là, l'asphyxie financière, l'asphyxie judiciaire, te décrédibiliser, de machin. Et tout. Moi, je rate pas ce qui se dit sur les réseaux, donc ça évite plein des choses. Je suis tranquille. Mais aujourd'hui, je vis. Donc, je vais pas me plaindre. Il y a des gens qui sont bien plus dans la galère que moi. Donc, voilà. Et puis, encore une fois, est-ce que je travaille vraiment? Oui, c'est beaucoup d'heures. Ah, attention, déjà, ils vont me dire, mais là-bas, je viens des marchés. Ma mère, elle fait toujours les marchés. Elle se lève à 4 heures du matin, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Elle a un bras qui dit mince à l'autre. Ça, c'est le boulot. Ça, c'est l'école de la vie. Ce que je fais là, j'ai beaucoup de respect pour plein de métiers que je serais incapable de faire. J'ai fait les marchés pendant 15 ans dans ma vie. C'était l'école de ma vie. Donc ça, c'est du travail. Ça, c'est dur, notamment en hiver. C'est très dur quand tu vas à Cluse, en Haute-Savoie. C'est très dur. Toute la journée le jeudi. Et à l'époque, avec mes grands-parents et tout ça, ils ont fait ça. Moi, c'est d'où je viens, donc j'ai toujours le respect du travail là. Donc ce serait honteux de ma part de me plaindre quand je vois la situation de plein de gens qui ont des travaux très compliqués et qui n'ont rien. Donc je ne vais surtout pas me plaindre, j'ai de la chance et c'est grâce à tous ces gens-là que je peux faire ce que je fais. Donc moi je suis reconnaissant et en aucun cas je me plaindrai. Donc oui, c'est pas toujours évident des fois, mais on garde la foi. Miloud, Ouais, j'ai une dernière question, hein. Merci. Ah, c'est encore une question, poser. ouais. Non, c'est juste pour savoir, est-ce on va se que regueuler. est-ce que tu en as gardé sous le coude pour peut-être un prochain bouquin? J'imagine que J'en garde toujours sur le coude. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Je voulais un peu te cuisiner là-dessus. Tu vois, je suis obligé de te la j'ai poser. jamais joué. Je suis pas un joueur de poker, hein, je connais rien, je suis un joueur du Yu-Gi-Oh! Mais tu gardes toujours un truc en main, tu gardes toujours un piège en main, tu vois. Au cas où, une carte magie en main, tu vois, un petit. C'est sur quoi mon le joker à moi. prochain projet? C'est sur quoi? Si on peut savoir. Bah déjà, terminer les dossiers, notamment de détournement de fonds à la fédération de Brazzaville. Il y a plein de trucs comme ça. Là, les dossiers, on va voir ce que va dire le PNF sur la plainte, donc faite notamment basée sur mon livre. Donc déjà, il y a tout ça, le reste. Et puis derrière, je vais essayer de reprendre un peu ce que j'ai fait autour du Yémen, parce que tous les scandales de détournement d'aide humanitaire, alimentaire, je trouve que ça remonte. J'ai peut-être aussi un projet avec Patrick Mbeko, c'est pour ça que tout à l'heure ça me fait rire quand tu en parlais. Et moi, je ferai l'année prochaine l'autre Coupe du Monde pour parler de tous ces pays dont on parle pas et de ces mecs dont on parle pas, ceux qui n'iront pas justement à la Coupe du Monde, mais qui font les qualifications de l'Afghanistan aux îles Vierges britanniques, en passant potentiellement par la Somalie, parce que ça me passionne et que j'aime les histoires tout simplement. Magnifique. Est-ce qu'en vrai, tu ne fais que critiquer le foot parce que t'es juste un grand joueur de basket? Alors, je suis pas un grand joueur de basket, malheureusement, j'aimerais l'être. Pas mal. Mais dans 1 heure et demie, je vais jouer sur le terrain, en effet. Voilà. Et c'est mon sport toujours. Et je ne critique absolument pas. Tu vois, j'essaye même, j'avais fait des. Là, tu vois, ce que je te dis, c'est que je vois aussi ce qui est beau. Et en fait, et si j'aimais pas ce sport, je ne ferais pas ça. Parce que tout ce que je fais, c'est par amour. Donc, Magnifique. voilà, ça sera- Merci Romain Molina d'avoir été avec nous sur Nexus. À vous. On rappelle à tout le monde qu'il y a la soirée du 5 septembre 2025, c'est les 25 ans de Nexus. Vous êtes invité à Paris. Tu l'es. Si jamais tu es de passage à Paris, n'hésite pas à nous dire. Je ne serais pas passé. Je sais Je reste au soleil, monsieur. qu'il se cache au fin fond de la Ça bourgade, Géorgie. Ah non, moi je suis en Andalousie, je suis tranquille. Je voulais pas révéler. Ah oui, Oh, c'était mais bien tout là-bas. le monde le sait que je suis en Andalousie. Tout le monde le Pas de sait, problème. c'est un secret de polichinelle. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle le dernier Nexus est en kiosque et sur nexus.fr. Vous pouvez trouver toutes les informations. À très bientôt. Romain Molina, son dernier livre, L'industrie du football 3, est toujours en tête des ventes sur Amazon. Au revoir. Merci Milouno aussi. Merci Romain.